Ce mois-ci, les formidables personnes sur Patreon voulaient savoir quels étaient mes 5 pires navires de la période de l'entre-deux-guerres. Vous avez probablement vu, j'espère, de la vidéo sur les désastres d'ingénierie navale que j'ai faite, qui est en quelque sorte un top 10 des pires navires jamais conçus. Et vous reconnaîtrez peut-être une ou deux entrées de cette vidéo soit mentionnées, soit abordées plus en détail dans celle-ci. Mais puisqu'ils ont spécifiquement voté pour les 5 pires navires de la période de l'entre-deux-guerres, c'est ce que nous allons examiner aujourd'hui. Donc, j'ai défini la période de l'entre-deux-guerres comme un navire conçu pendant cette période. Il n'est pas forcément nécessaire qu'il soit entré en service parce que vous savez, on peut concevoir quelque chose en 1936, mais au moment où il est réellement construit, cela peut déjà être la Seconde Guerre mondiale. Mais cela signifie aussi que des choses comme la classe K et la classe M ne seront pas incluses, car elles ont été pour la plupart conçues et construites avant. Pendant la Première Guerre mondiale, et comme faire simplement un classement des 5 pires navires de la période de l'entre-deux-guerres favoriserait ou défavoriserait, disons-le franchement, certains pays par rapport à d'autres, selon la façon dont on voit les choses. J'ai donc décidé qu'à la place, nous ferions les 5 navires, mais nous allons choisir les 5 navires parmi 5 des principales marines de la Seconde Guerre mondiale. Donc, bien sûr, cela va être la marine américaine, la Swedish, la Royal Navy, la marine japonaise. Et ensuite, évidemment, nous avons une décision un peu difficile à prendre, car il y a les marines françaises, allemandes, italiennes et russes, qui étaient toutes, relativement parlant, importantes et ont participé à la Seconde Guerre mondiale. Mais j'ai décidé que nous devrions nous concentrer sur les marines françaises et allemandes pour nos 2 autres choix. Oui, les Italiens et les Russes avaient aussi des conceptions de navires assez catastrophiques, mais nous pourrons les examiner séparément car il y a vraiment des cas surprenants parmi eux. Néanmoins, je vais aussi faire une petite introduction et jeter un œil à certains des navires qui auraient pu être considérés comme le pire navire de conception de l'entre-deux-guerres pour la marine de cette nation, mais qui n'ont pas été retenus. Pour diverses raisons, alors commençons par la marine américaine. Il y avait de fortes contestations concernant le United States Ship Ranger, le porte-avions que la marine américaine n'a jamais voulu envoyer dans le théâtre du Pacifique, même lorsqu'ils étaient presque à court de porte-avions, en raison d'une longue liste de limitations de conception, mais elle n'est pas la gagnante de cet honneur particulier, car au final, lorsqu'elle est sortie et s'est battue lors de l'opération Torch et dans divers théâtres de l'Atlantique, elle s'en est plutôt bien sortie, donc ce n'est pas un navire complètement mauvais. De même, nous aurions aussi pu parler de l'United States Ship Wichita, un croiseur lourd unique en son genre qui s'est retrouvé tellement en surpoids en général et particulièrement instable qu'ils ont dû non seulement la lester bien plus que prévu à l'origine, mais elle n'a pas non plus pu recevoir au départ son armement anti-aérien prévu, et comme nous le savons tous, une batterie anti-aérienne était quelque chose d'assez important pour un navire de l'entre-deux-guerres, surtout un qui était construit dans les années 1930 et qui allait voir beaucoup d'action pendant la Seconde Guerre mondiale, mais encore une fois, au final, elle ne s'est pas retournée, ils ont pu faire des modifications et elle a rendu de bons services pendant la guerre, donc elle n'est pas non plus la gagnante de cette catégorie. À la place, nous allons nous intéresser aux destroyers de la classe Sims. Un petit peu de contexte pour commencer. Durant les années 1930, les États-Unis, comme la plupart des autres grands signataires des traités navals, étaient limités dans le déplacement des destroyers qu'ils pouvaient construire. Ils pouvaient construire la plupart de leurs destroyers jusqu'à une limite de déplacement de 1500 tonnes et quelques-uns jusqu'à une limite légèrement supérieure, un peu plus de 1800 tonnes. Ces navires plus grands étaient des chefs de flottille qui avaient été conçus avec une tourelle double de 5 pouces 38 à usage unique, ce qui était plutôt discutable, mais c'est un autre sujet pour un autre jour. La conception générale des destroyers américains pour la limite de 1500 tonnes s'était stabilisée sur une configuration assez standard. 4 canons simples de 5 pouces, 2 à l'avant et 2 à l'arrière en position superposée et un armement de torpilles exceptionnellement lourd, généralement 16 tubes lance-torpilles répartis en 4 affûts quadruples, 2 de chaque côté. Cette prépondérance extrêmement élevée de torpilles était en partie due au fait que bien sûr, les croiseurs américains n'étaient pas équipés de lance-torpilles, à l'exception de la classe Atlanta et des Omaha, et donc la majorité de la flotte de croiseurs américains ne pouvait pas utiliser de torpilles contre les navires ennemis.
Ainsi, si vous vouliez avoir assez de torpilles pour égaler vos adversaires dans une bataille théorique, eh bien, les destroyers devaient simplement en transporter plus que tout le monde. Cependant, dans l'ensemble, les lance-torpilles pesaient un peu moins qu'un système de tourelles de canon, car même si vous aviez 4 torpilles dans 4 lanceurs et qu'ils étaient tous installés sur le pont, le lanceur lui-même était légèrement plus bas que les canons, surtout un canon en position superposée, et contribuait donc un peu moins aux problèmes de stabilité. De plus, bien sûr, il n'était pas nécessaire d'avoir la soute à munitions, les monts de charge et tous les obus associés stockés dans le navire, même si ceux-ci étaient plus bas. Cela représentait évidemment une masse non négligeable. Et une fois que vous aviez lancé ces torpilles, eh bien, c'était la majeure partie du poids qui disparaissait, mais avec la classe Sims, les choses avaient un peu changé. Techniquement parlant, les États-Unis n'étaient plus liés par la limite de déplacement de 1500 tonnes, mais ils ont essayé de ménager la chèvre et le chou. Il a été décidé d'augmenter l'armement principal de 4 canons simples de 5 pouces à 5 canons simples de 5 pouces, et ce nouveau canon, une arme installée au milieu du navire, serait monté à peu près au même niveau que les tourelles superposées avant et arrière, ce qui aurait donc un impact assez significatif sur la stabilité du navire. En partie pour compenser cela et en partie pour des raisons d'efficacité, l'un des lance-torpilles quadruples a été supprimé et un autre a été déplacé sur l'axe central. Cela signifiait que le navire pouvait toujours tirer 8 torpilles d'un seul bord, mais lorsqu'il se retournait de l'autre côté, il ne pouvait tirer que 4 torpilles supplémentaires, contrairement à ses prédécesseurs qui pouvaient tirer une salve de 8, puis une autre salve de 8. La superstructure et la proue de la classe Sims ont également été considérablement profilées et affinées afin de permettre au navire d'atteindre la vitesse maximale possible. Maintenant, vous pourriez penser que pour une classe qui n'a plus de limitation de déplacement, c'est une idée brillante. Les rendre plus létaux, plus efficaces, plus rapides. Malheureusement, la marine américaine a décidé qu'elle voulait tous ces avantages, mais qu'elle ne voulait pas avoir à payer plus pour les obtenir. Et il voulait en avoir autant que possible. Et donc, même si toutes ces fonctionnalités supplémentaires ont été intégrées dans le déplacement qui leur était attribué, Eaker n'a augmenté que de 70 tonnes, et il faut garder à l'esprit que les navires ont dû être allongés pour intégrer le nouveau canon, eh bien, la majeure partie de ce poids, et même plus, a simplement servi à la longueur supplémentaire de la coque, déterminée en excluant le canon supplémentaire, ses munitions, ses soutes, son mont de charge, etc. Pour essayer de faire rentrer 1 litre dans un pot d'une pinte, ils ont continué et le premier navire à atteindre le stade des essais en mer fut l'United States Ship Anderson, que vous pouvez voir avec le 5e canon. Malheureusement, il s'est avéré que les résultats de ces modifications de conception rendaient désormais le navire incroyablement instable, au point de représenter un danger réel pour son équipage même par mer modérée, sans parler de la grosse mer, et l'Anderson a dû être rapidement rappelé au port pour subir toute une série de modifications afin de le maintenir à flot. Ces modifications devraient être appliquées rétroactivement à certains des destroyers en cours d'équipement et d'autres de la classe, dont la construction était un peu moins avancée, devraient être achevées selon la nouvelle norme, quelle qu'elle soit, une fois qu'ils auraient trouvé comment s'assurer que le navire ne finirait pas comme le Vasa. Au final, les modifications de conception ont annulé pratiquement toutes les améliorations théoriques sur le papier que la classe Sims possédait. Le 5e canon a été retiré, tout comme l'un des lance-torpilles. Maintenant, bien sûr, avec un lanceur quadruple sur chaque aile et un sur la ligne centrale, s'il retirait celui de la ligne centrale, il n'aurait plus que 4 torpilles par côté, mais devrait quand même en transporter 8, ce qui n'était pas particulièrement brillant. Ils ont donc retiré l'un des lanceurs d'aile et déplacé l'autre pour le placer à côté de son concurrent restant sur la ligne centrale. Ainsi, la classe Sims disposait désormais d'une bordée de 8 torpilles, mais c'était tout. Elle ne pouvait plus faire demi-tour et lancer une autre salve de 8 torpilles comme ses prédécesseurs. Comme mentionné, sa puissance de feu principale était désormais exactement la même, bien que, bonne nouvelle pour certains marins, l'affût arrière en superposition, qui, comme l'affût central désormais retiré, était essentiellement un canon monté à découvert, a reçu un affût semi-fermé de demi-hauteur avec un joli écran en toile qu'il pouvait installer par gros temps, mais ces changements n'étaient pas suffisants. Il a fallu ajouter du lest supplémentaire en bas et toute une série de protections contre les éclats sur des éléments comme le directeur de tir et la superstructure avant. A également dû être retiré pour résoudre les problèmes de stabilité.
Et même avec tous ces changements, il restait une réserve de stabilité si faible que, contrairement à de nombreuses autres classes de destroyers avant et après elle, la classe Sims n'a reçu qu'une amélioration relativement modeste de son armement anti-aérien léger et moyen pendant la Seconde Guerre mondiale. En effet, le niveau d'armement initialement envisagé pour la classe Sims ne sera pleinement réalisé dans un design qui satisfaisait réellement la marine américaine qu'avec la classe Fletcher qui déplaçait environ un tiers de plus. Donc, en ce qui concerne les conceptions de la marine américaine de l'entre-deux-guerres, la classe Sims reçoit la médaille pour avoir tenté d'être plus ambitieuse que les classes précédentes, mais a fini par être légèrement moins performante à cause d'une conception désastreuse. Et maintenant, nous allons nous intéresser à la marine française. Là encore, nous avions quelques prétendants. Nous avons bien sûr le porte-avions français Béarn, qui aurait pu recevoir le prix simplement pour le crime d'être Béarn. Nous aurions aussi pu nous intéresser à la classe Mogador ou à un certain nombre de contre-torpilleurs de conception très tardive qui étaient des destroyers capables d'atteindre des vitesses absolument ridicules, mais totalement incapables de réellement combattre. À ces vitesses, mais puisque le Béarn pouvait en fait transporter et lancer des avions, le but principal d'un porte-avions, bien qu'il ne le fasse pas particulièrement bien, et la Mogador restait tout de même un destroyer raisonnablement correct, même si elle devait ralentir un peu à des vitesses simplement très rapides plutôt que fulgurantes. Alors aucune d'elles n'obtiendra la première place. À la place, nous allons attribuer le prix à la classe Duquesne. Croiseur lourd. Les Duquesne, produits au début des années 1920, étaient la première tentative de la France pour créer ce qui serait plus tard appelé un croiseur lourd. Bien que dans les années 20, cette désignation n'existait pas. Elle a été introduite par le traité naval de Londres de 1930, néanmoins, c'était un croiseur armé de canons de 8 pouces qui déplaçait, du moins en théorie, 10 000 tonnes, et bien sûr, elle a été construite à une époque où il y avait une pause artificielle dans la construction des navires capitaux. Ainsi, le grand croiseur de 10 000 tonnes était le navire de guerre le plus récent et le plus grand que l'on pouvait construire, à l'exception des porte-avions. Contrairement aux Allemands, qui poursuivaient joyeusement la construction de la classe Deutschland en priant les divinités auxquelles ils croyaient cette semaine-là pour que Hood, Renown et Repulse disparaissent magiquement en cas d'hostilité, les Français, eux, étaient bien conscients de l'existence de Hood, Renown et Repulse et ne voulaient rien avoir à faire avec eux. Ils ont donc conçu leur navire pour atteindre une vitesse qui leur permettrait de distancer ces croiseurs de bataille, du moins en théorie. Grâce aux différences de taille et de déplacement, si vous étiez en pleine mer agitée, il était relativement probable que les croiseurs de bataille vous rattrapent, quand même. Mais bon, en mer calme ou modérée, c'est toujours mieux que rien. Il visait donc un armement de 8 canons de 203 mm, ce qui était assez standard, et une vitesse d'au moins 33 nœuds, voire peut-être même plus proche de 34, ce qui était plutôt bien. Avec un armement secondaire et anti-aérien composé après de nombreux débats et une légère réduction de taille pour économiser du poids de 8 canons simples de 75 mm à double usage, ainsi que 8 canons anti-aériens de 37 mm en affût double, plus quelques mitrailleuses, ce qui constituait en fait une batterie anti-aérienne assez correcte pour un navire conçu dans les années 1920 et une paire de lance-torpilles triples qui lui donnait une puissance anti-navire capitale bien nécessaire. Les Duquesne semblaient être de très bons croiseurs. Malheureusement, c'est à ce stade que le déplacement a atteint sa limite et vous pourriez vous demander « Attendez une minute, où est la protection ?» Eh bien, bonne question, où était la protection exactement? Une partie de cela échappait un peu à leur contrôle. Ils voulaient atteindre une vitesse raisonnablement supérieure à celle des croiseurs de bataille britanniques, mais à cause des privations, des pénuries et de la dévastation industrielle qui avait frappé la France à la suite de la Première Guerre mondiale, la technologie de l'acier française, qui était en fait, si vous vous souvenez, à la pointe mondiale dans les années 1870 et 1880, était désormais en réalité bien en retard par rapport à tout le monde. Cela impliquait que leurs machines étaient un peu plus lourdes que celles des autres pour la même puissance générée, et c'était peut-être plus significatif. La résistance de l'acier qu'ils utilisaient dans la construction navale, qui à cette époque était essentiellement ce que nous appellerions aujourd'hui un acier doux, était quelque peu inférieure à celle utilisée par tout le monde, et cela signifiait que si vous vouliez appliquer une certaine quantité de contraintes sur, disons, une poutre en acier, si vous utilisiez l'acier de construction navale français, vous deviez rendre cette poutre
plus épaisses et donc plus lourdes par rapport aux poutres des autres nations pour qu'elles puissent supporter la même quantité de poids, de contraintes ou de tension ou tout autre type de charge que vous lui appliquez. Maintenant, réduire la puissance de feu était hors de question, ce qui signifiait que si vous vouliez avoir une protection sérieuse, vous deviez réduire la vitesse et il n'était pas prêt à le faire non plus. Ainsi, avec une installation de machines quelque peu moins efficace que celle des autres et une coque un peu plus lourde que les standards des autres, ils se sont retrouvés à mettre un système de protection latérale de 30 mm, soit 1 pouce 2, sur les soutes à munitions, mais en dehors du pont et des tourelles qui avaient la même épaisseur, c'était tout. Il n'y avait essentiellement aucune protection sur les machines, et bon, 30 mm, 1 pouce 2. Lorsque ce niveau de blindage est appliqué sur les tourelles de croiseurs japonais, il est décrit comme étant essentiellement à l'épreuve des éclats et pas grand-chose d'autre. Et c'était essentiellement le cas avec les Dukan, leur système de blindage pour les soutes à munitions. Vous savez, la partie qui sinon exploserait de façon très spectaculaire était décrit comme probablement sûre tant qu'il était attaqué par un destroyer et tant que l'obus de ce destroyer explosait sur le blindage extérieur de la coque. Eh bien, dans ce cas, la plaque de blindage qui se trouvait sur les soutes à munitions pouvait peut-être effectivement arrêter les éclats et empêcher les soutes d'exploser. Si le destroyer utilisait un canon légèrement plus gros que la moyenne, avait un obus semi-perforant à bord, ou, Dieu nous en préserve, si le croiseur Duquesne ou Tourville, son sister ship, se retrouvait face à un autre croiseur, que ce soit avec des canons de 6 ou 8 pouces, eh bien, ce blindage n'allait absolument pas arrêter les obus. En fait, la seule chose qu'une plaque de 30 mm ferait à ce moment-là serait probablement de confirmer que la fusée d'un obus perforant ou semi-perforant était bien armée juste avant d'exploser dans les soutes à munitions, et il s'agissait de navires où 25% de la longueur horizontale du navire à la ligne de flottaison était occupée par les soutes à munitions. Cela signifiait aussi que lors d'un combat contre un croiseur, si le combat se déroulait à moyenne ou courte portée, la batterie secondaire du croiseur ennemi, qui sur la plupart des croiseurs contemporains avait un calibre compris entre 4 et 5 pouces, serait parfaitement capable de perforer toutes les parties du croiseur français, sauf peut-être les soutes à munitions blindées, en supposant que le canon n'était pas particulièrement puissant ou qu'il ne disposait pas d'obus semi-perforants. Comme nous l'avons mentionné, il y avait des raisons à cela, principalement dues à l'état de l'industrie française. Mais une raison n'est pas une excuse, et cela n'enlève rien au fait que les Duquesne étaient ridiculement mal protégés. C'est bien beau de dire « Ah oui, mais regardez, nous pouvons faire 34 nœuds, nous pouvons distancer tout le monde ». Eh bien, je suis désolé de vous l'apprendre, mais le rôle d'un croiseur n'est pas simplement de fuir tout ce qu'il voit. Et lorsqu'un destroyer particulièrement agressif et virulent est capable de vous mettre en pièces s'il parvient à s'approcher suffisamment, et c'était une époque où un nombre considérable de destroyers étaient construits capables de dépasser les 34 nœuds de façon assez significative. Je suis donc obligé de condamner les Duquesne comme étant fondamentalement incapables de faire autre chose que d'agir comme de grands éclaireurs surévalués, rôle que les contre-torpilleurs français remplissaient bien mieux. Bien que, par chance, Duquesne et Tourville se trouvaient toutes deux en Méditerranée, plus précisément à Alexandrie, lors de la chute de la France, et donc, contrairement à une bonne partie de leurs successeurs, elles allaient effectivement survivre à la Seconde Guerre mondiale et passer un temps considérable en service au sein des forces navales françaises libres. Passons maintenant à la Royal Navy. Les prétendants à cette place particulière pourraient être, par exemple, le porte-avions Ark Royal, qui, bien qu'étant un porte-avions correct, présentait un certain nombre de problèmes de conception sérieux à la base, ce qui finirait par entraîner sa perte à la suite d'une seule frappe de torpille, ce qui n'est pas brillant. La classe Harry-Tuzer, pour avoir été des versions économiques de la version économique, puis avoir vu les Argentins venir commander ce qui était essentiellement une version bien meilleure qu'eux. Mais malgré ces deux limitations, l'Ark Royal a eu une carrière de service relativement honorable jusqu'à cette malheureuse torpille, et elle s'est en fait révélée être l'un des porte-avions les plus capables et utiles du début de la guerre. Malgré sa puissance de feu limitée, la classe Arethusa a eu un impact disproportionné dans les théâtres méditerranéens et pacifiques. Et donc, ma récompense pour la pire conception de navire de la Royal Navy pendant l'entre-deux-guerres revient à la classe York.
Comme les Arethusa, les York ont été conçus avec un budget limité, spécifiquement un budget qui devait réduire les coûts globaux des navires que la Royal Navy produisait, car le Trésor était assez avare, mais aussi, en théorie, cela permettait à la Royal Navy d'avoir plus de croiseurs pour le même tonnage qui lui était alloué dans le cadre du système de traité. Mais bien que cela soit techniquement vrai, dans la mesure où l'on pouvait construire 6 York pour le même tonnage que 5 Conti, avec 6 York atteignant 49 500 tonnes et 5 Conti 50 000 tonnes, on finissait en réalité par payer plus cher. On pouvait donc construire 5 Conti et quelques destroyers contemporains pour le prix de 6 York, ce qui faisait en fait 7 navires pour le même montant si l'on construisait les croiseurs plus grands. Et ce n'est pas tout. Comparé à une County de dernière génération, la classe York n'était pas plus rapide, n'était pas vraiment mieux protégée, et une fois les County modernisées, elles étaient en fait mieux protégées, et bien sûr, les County emportaient une tourelle double de 8 pouces supplémentaires par rapport à la classe York. En examinant de plus près la puissance de feu, les County modernisés, particulièrement après le remplacement de leurs canons de 4 pouces, avec des canons doubles de 4 pouces, elles disposaient d'une puissante batterie anti-aérienne et, en termes de nombre de canons de 8 pouces en service, 5 croiseurs de classe County apportaient 4 canons de 8 pouces supplémentaires par rapport aux 6 croiseurs de classe York. Et il en allait de même pour le personnel. Si vous vouliez cette 6e coque, il vous aurait fallu recruter 370 hommes supplémentaires dans la marine par rapport au nombre nécessaire pour armer vos 5 counties. Donc au final, la seule chose qu'apportait en théorie le fait d'avoir vos 6 croiseurs de classe York vous donnerait par rapport à 5 counties, c'est qu'en théorie vous auriez une coque supplémentaire qui pourrait se trouver à un endroit supplémentaire. En même temps, tout le reste coûtait plus cher, mais bien sûr, si vous aviez votre coque supplémentaire, le simple fait était que 6 canons de 8 pouces étaient terriblement insuffisants pour l'ère du croiseur lourd moderne, qui est justement l'époque de la classe York. Entrée-dedans, 8 canons étaient en quelque sorte le prix d'entrée minimum, et de nombreux croiseurs lourds en avaient 9, ou dans certains cas, des Japonais, même 10 canons de 8 pouces, donc une classe York avec seulement 6 canons, face à quelque chose serait à un désavantage significatif. La coque plus compacte réduisait aussi la résistance aux dommages, et cela s'est vu dans la façon dont ils ont été perdus. Bien que 3 navires de la classe Conti aient été perdus pendant la guerre, 2 d'entre eux ont été perdus à cause de frappes aériennes massives des porte-avions japonais lors du raid dans l'océan Indien. Il s'agissait du Cornwall et du Dorsetshire, et bien sûr, le Her Majesty's Australian Ship Canberra a été coulé à courte portée par les tirs massifs de toute une division de croiseurs japonais, contrairement au York et à l'Exeter, où le York a été coulé à la suite de petites attaques aériennes ici et là. Une attaque a été menée par des vedettes Mars italiennes, essentiellement équipées comme des armes kamikazes, avec la possibilité pour le pilote de s'éjecter avant l'impact. Et l'Exeter, bien qu'il ait réussi à s'en sortir lors de son engagement avec le Graf Spee, a ensuite été coulé lors d'une action de surface à longue portée par une puissance de feu bien moindre que celle dirigée contre le Canberra. Ceci, bien sûr, alors qu'elle était affectée au commandement American, British, Dutch, Australian, alors qu'on pourrait avancer qu'une grande partie des croiseurs lourds de 10 000 tonnes conformes au traité se seraient nettement mieux comportés face au Graf Spee que l'Exeter. Bien sûr, cela ne diminue en rien les exploits de l'équipage de l'Exeter lors de cet engagement particulier, et évidemment, puisque seuls le York et l'Exeter ont finalement été construits, les Britanniques n'ont jamais obtenu cette 6e coque supplémentaire de toute façon. Donc, au final, les York sont tout simplement une plateforme moins performante à tous les niveaux, sauf pour une légère augmentation de la présence, avec la réserve que cette augmentation de présence est nettement moins capable de faire quoi que ce soit lors d'un véritable combat. Et même cet avantage marginal, discutable et théorique, n'a pas été réalisé avec leur construction. Ainsi, pour moi, la classe York remporte la palme pour la Royal Navy, car c'est un groupe de navires complètement inutile. Et pour être parfaitement franc, si les Britanniques avaient construit le York et l'Exeter comme une autre paire de Conti, ils en auraient probablement
tirer beaucoup plus d'utilité. Cela nous amène maintenant aux Allemands. Je sais que certains d'entre vous s'attendent peut-être à voir Bismarck. Non, mais Bismarck faisait partie de mon top 3 des prétendants pour cette place en particulier. Donc oui, Bismarck n'est pas exactement le design le plus efficace du monde, loin de là, avec une batterie secondaire clairement compromise. Les débats sur son schéma de blindage vont et viennent entre différentes personnes. Comme vous le savez probablement si vous suivez cette chaîne, je n'en suis pas particulièrement fan. Et comme je l'ai mentionné ici, il est horriblement inefficace et en surpoids. Mais malgré tout cela, il pouvait encore raisonnablement tenir tête à des cuirassés non traités de 35 000 tonnes, donc ce n'est pas un mauvais design, c'est juste un mauvais choix. Alors vous pourriez penser, ah, eh bien, Drac, je sais ce que tu vas choisir ensuite, les Königsberg, les emballages en papier d'aluminium de la Kriegsmarine. Eh bien, ils feraient partie de la liste de sélection, mais même si oui, les Königsberg ne sont pas les meilleurs designs du monde, ils sont très fragiles et ils finissent par couler à un rythme assez élevé, mais à mon avis, ce ne sont pas vraiment les pires des designs de la Kriegsmarine. À mon avis, le pire design de navire allemand de l'entre-deux-guerres, car les Königsberg ont au moins l'excuse d'essayer de respecter les limites du traité de Versailles. C'est le Destroyer Type 1934. Maintenant, cela ne veut pas dire que certains des autres designs de destroyers allemands n'étaient pas mauvais, parce qu'ils l'étaient, mais le Type 1934 bat vraiment tous les records, car il a été conçu par la Kriegsmarine à une époque où la Kriegsmarine avait décidé de ne respecter aucune limite ou restriction de traité. Donc tu te souviens de la classe Sims dont on a parlé plus tôt ? Où ils n'ont pas réussi à faire fonctionner 5 canons de 5 pouces et 12 torpilles sur 1500 tonnes ou 1570 tonnes. Étonnamment, ils ont réussi à faire fonctionner 5 canons de 5 pouces et 10 torpilles. Sur environ 2100 tonnes avec la classe Fletcher, et comme je l'ai déjà dit, la classe Fletcher avait beaucoup de stabilité en réserve, c'était une excellente conception et incroyablement adaptable pour le reste de la Seconde Guerre mondiale. Nous passons maintenant au type 1934. Alors, faisons une comparaison, voulez-vous? Le déplacement standard pour un type 1934 tel que construit était juste au-dessus de 2200 tonnes comparé aux 2050-2100 tonnes d'une classe Fletcher. Donc le type 1934 est de 100 à 150 tonnes plus lourd en déplacement standard par rapport à une Fletcher. D'accord, donc on pourrait s'attendre à ce que le type 1934 soit donc peut-être un peu plus performant. Eh bien, est-il plus rapide? Bien que, dans le service pratique, les deux classes atteignent entre 34 et 36 nœuds lors des essais, les deux classes se révèlent capables d'atteindre jusqu'à environ 38 nœuds, donc ces 100 à 150 tonnes supplémentaires ne vous ont pas apporté plus de vitesse. Est-il mieux protégé? Non, le Fletcher est en réalité mieux protégé parce qu'il possède un blindage anti-éclat assez étendu sur ses flancs, ce que le destroyer allemand n'a pas. Est-il mieux armé? Eh bien, ils ont tous les deux réussi à avoir 5 canons de 5 pouces, donc je suppose que c'est bien, sauf que la classe Fletcher a le canon de 5 pouces 38, qui est une arme à double usage, ce qui lui permet de l'utiliser en défense anti-aérienne, et le canon allemand de 127 mm SKC-34 ne l'est pas, il est uniquement destiné à l'action de surface. Qu'en est-il de l'armement anti-aérien? Eh bien, ils commencent tous les deux leur carrière avec 10 canons, un mélange de 20 mm dans le cas du Fletcher avec l'Oerlikon, et dans le cas des Allemands avec leur canon standard de 20 mm. Le Fletcher commence aussi avec un montage quadruple de 1 pouce 1, soit 28 mm, tandis que les Allemands ont 4 canons de 37 mm. Bon, d'accord. Le Chicago Piano, le canon d'1 pouce 1, n'est pas exactement le meilleur canon anti-aérien du monde, loin de là, mais si vous avez vu la vidéo que j'ai faite sur les canons anti-aériens et leur comparaison, vous saurez que l'un des rares canons qui peut prétendre être encore pire, c'est le 37 mm allemand, du moins, celui qui était installé sur les types 1934, à savoir le 37 mm SKC-30, qui était une arme à tir unique. Et pour les torpilles,
le Fletcher parvient à emporter 2 tubes lance-torpilles quintuples, alors que le type 1934 en a 2 quadruples, donc le Fletcher transporte 2 torpilles supplémentaires par rapport aux navires allemands. On pourrait dire que les torpilles allemandes, lancées en surface, avaient tendance à mieux fonctionner que les américaines, du moins au début de la guerre, mais c'est un problème lié à la torpille elle-même, pas au nombre transporté. Ah, et en supposant que les 2 navires puissent utiliser tout leur carburant, le Fletcher peut aussi aller plus loin. Donc, vous dépensez 100 à 250 tonnes supplémentaires, et jusqu'à présent, on a un navire qui ne va pas aussi loin, qui ne va qu'aussi vite, qui a un armement globalement moins bon et moins nombreux, et qui est inférieur en termes de protection. Oh, mais ce n'est pas tout! Vous voyez, le type 1934 est ridiculement instable, un peu comme la classe Sims, sauf que les Allemands ont simplement accepté ce défaut au lieu d'enlever des éléments. Une partie de ces mesures signifiait qu'environ 1/3 de son carburant devait être conservé comme lest pour éviter qu'il ne chavire, ce qui réduisait encore plus son autonomie, et c'était aussi une conception très lourde à l'avant, ce qui faisait qu'il plongeait sans cesse dans la mer et prenait de l'eau par l'avant et donc essayait de rejoindre les flottilles de U-boot de cette façon. Et puis, bien sûr, il y a la machinerie. La classe Fletcher, ce sont des navires assez fiables, ils peuvent naviguer tranquillement dans le Pacifique et, à moins qu'un kamikaze ne leur tombe dessus, ils rentreront probablement à la maison sans panne majeure. Sur les types 1934, il fallait pratiquement être une pieuvre sous amphétamine, essayant de jouer de l'orgue pour que tout fonctionne, et même dans ce cas, vous finiriez probablement en calamar. Pour un destroyer Type 1934, la plus grande menace hors combat était souvent sa propre centrale de propulsion. Sur les 4 navires construits, 3 reposaient au fond de la mer avant la fin des 6 premiers mois de véritable combat. Seul le Z4 Richard Byson restait, a, d'une manière ou d'une autre, réussi à survivre à la guerre, son fait d'armes le plus notable étant d'avoir servi d'escorte lors de l'opération Cerberus, mais cela a été quelque peu terni par le fait qu'il faisait aussi partie des destroyers présents à la bataille de la mer de Barents, également connue comme la bataille où la Kriegsmarine a tellement mal performé que Hitler a tenté de dissoudre toute la flotte de surface de la Kriegsmarine. Il a réussi à s'échouer 2 fois, à être bombardé, et lorsqu'il a finalement été partagé comme prise de guerre, les Alliés n'ont pas pu se résoudre à l'utiliser pour tester une bombe atomique. Les Britanniques l'ont récupéré comme butin de guerre et se sont contentés de la contempler pendant un certain temps, avant de décider de la mettre à la casse. Donc oui, les destroyers de type 1934. Comment ne pas construire un grand destroyer? Et maintenant, nous arrivons à notre dernière nation, les Japonais. Eh bien, nous avions des prétendants ici. Laissez-moi vous dire que nous avions le Ryujo, le seul porte-avions qui figurait sur la liste pour avoir tenté d'être une échappatoire. Un porte-avions capable de se faufiler sous la barre des 10 000 tonnes. Et qui a ensuite échoué d'abord parce que la faille a été comblée, ensuite parce qu'il dépassait de toute façon les 10 000 tonnes après les modifications de conception, puis on a découvert qu'il était beaucoup trop faiblement construit, comme c'était le cas pour un certain nombre d'autres navires japonais et dangereusement instables avant de finalement participer au combat de la Seconde Guerre mondiale. En découvrant qu'elle pouvait transporter très peu d'avions par rapport à ce qu'elle était censée pouvoir faire, principalement à cause d'un ascenseur bien trop petit et qui, encore une fois, a fini par être coulé de manière assez ignominieuse par une poignée d'avions de la marine américaine. Mais bon, elle restait tout de même un porte-avions, tout comme Byrne, qui fonctionnait comme un porte-avions, était capable de lancer des avions d'attaque modernes, même s'il n'y en avait pas beaucoup. Donc, elle n'a pas obtenu la première place. Ensuite, il y a la classe Megami, qui est l'une des très rares classes de navires dans toute l'histoire navale à avoir obtenu un ratio de destruction négatif en combat actif, c'est-à-dire en combat actif avec des navires de guerre ennemis à proximité. Les Megami, collectivement, ont réussi à couler plus de navires de leur propre camp que de ceux de l'ennemi. Cela inclut la responsabilité directe de Megami dans la perte de son navire jumeau Mikuma à la bataille de Midway. Mais non, le prix ne revient à aucun de ceux-ci. Le prix revient aux destroyers de la classe Hatsuharu. Une fois de plus, du contexte est requis. À la fin des années 1920, les Japonais avaient lancé les destroyers de la classe Fubuki, qui affichaient un déplacement standard d'environ 1750 tonnes, et ils sont considérés dans de nombreux cercles comme les premiers destroyers modernes de la période de l'entre-deux-guerres.
Ce sont l'un des premiers, voire les premiers, à rompre avec l'idée des 4 canons simples comme armement principal. Ils sont également nettement plus grands que la plupart de leurs prédécesseurs et disposent d'une batterie de torpilles très puissante. Vous avez donc 6 canons de 5 pouces en 3 tourelles doubles, 9 torpilles en 3 lanceurs triples, en plus de la possibilité d'emporter un jeu de recharge pour chaque tube lance-torpille, et ils sont sacrément rapides. Ce sont des navires vraiment très performants. Malheureusement, ils ont, comme Ruggio, provoqué un changement dans le système des traités navals. Donc, une fois que les changements ont été faits à la suite de l'apparition de ces nouveaux super destroyers, c'est pour cela que la classe Sims a dû respecter une limite de poids de 1500 tonnes. Parce que tout le monde a regardé les Fubukis et s'est dit « Je ne suis pas sûr que nous voulions que cette tendance continue ». Les Japonais ont signé le traité naval de Londres parce qu'ils essayaient encore de s'y tenir à ce moment-là. Eh bien, quelqu'un a regardé les Fubukis et s'est dit « Oui, c'est un navire vraiment très performant ». Cependant, le traité limite désormais la plupart de nos destroyers à 1500 tonnes. Je sais, nous allons exiger que quelqu'un nous construise un navire qui ait tout autant de vitesse, tout autant de puissance de feu, tout autant de protection, tout autant de tout qu'un Fubuki, mais vous devez maintenant tout faire tenir sur un destroyer qui est 250 tonnes plus léger. Et gardez à l'esprit que nous parlons de destroyer, où comparé à un déplacement standard total de 1500 tonnes, 250 tonnes représente un sixième de tout ce déplacement, ou en gros, la différence de déplacement proportionnellement entre un véritable cuirassé conforme au traité et le Bismarck, sauf que bien sûr, dans ce cas, nous allons dans l'autre sens. Cela a donc poussé les architectes navals japonais au-delà même de leurs limites, et gardez à l'esprit qu'il s'agit des mêmes architectes qui ont conçu divers croiseurs dont les déplacements officiels, lorsqu'ils ont été communiqués, ont poussé un ingénieur naval britannique très expérimenté à dire soit ils construisent leurs navires en carton, soit ils mentent, et il s'est avéré qu'ils faisaient un peu des deux. Oh, et ai-je mentionné que les Hatsuharu étaient censés incorporer 2 avancées majeures réalisées lors de la construction de la classe Fubuki. C'est pourquoi parfois la classe Fubuki est divisée en 3 sous-classes, à savoir les batteries principales à double usage capables de tirer contre les avions et les montures de torpilles blindées, par opposition aux montures de torpilles ouvertes et aux batteries principales à usage unique qui caractérisent les premiers Fubuki. Parce que oui, ils s'attendaient à intégrer tout cela aussi. En conséquence, un peu comme la classe Sims lors de leur lancement, les Hatsuharu se sont révélés incroyablement instables et, dans ce cas, plutôt fragiles sur le plan structurel. Après le tristement célèbre incident de la 4e flotte, ils ont dû être rappelés au chantier naval et toute une série de modifications ont dû être apportées. Comme je l'ai mentionné plus tôt, ce design a même poussé les concepteurs japonais au-delà de leurs limites, si bien qu'ils ont en fait été construits avec 2 tourelles doubles et une tourelle simple pour la batterie principale, donc ils avaient déjà un canon de moins par rapport au Fubuki. Mais une fois que les problèmes sont devenus très clairs, ils ont dû déplacer cette tourelle simple et, très peu de temps après la déclaration de guerre lors de la Seconde Guerre mondiale, ils ont fini par la retirer complètement. Des parties importantes de la superstructure ont été découpées ou abaissées et le blindage anti-éclat, qui était une caractéristique de la superstructure avant, a dû être retiré. L'un des lance-torpilles triples a dû être retiré. La coque a dû être renforcée. Divers éléments de machinerie lourde ont dû être abaissés d'un pont ou, dans le cas des cheminées, simplement raccourcis. Ainsi, une fois toutes ces modifications terminées, il ressemblait à peu près, du moins sur le papier, sinon forcément en apparence ou en disposition des armes, à ce qu'était devenu la classe Sims. 4 canons de 127 mm comme batterie principale à double usage, même si les Hatsuharu utilisaient 2 tourelles doubles plutôt que 4 simples. Et bien que les 6 tubes lance-torpilles puissent sembler être une légère régression par rapport aux 8 que l'on trouvait sur les Sims, il faut se rappeler que ceux-ci étaient 6 tubes lance-torpilles de 610 mm de type longue lance, au lieu de 8 tubes de 533 mm marque 15. Certaines modifications apportées à la forme de la coque sous-marine et au gouvernail ont aussi légèrement réduit la vitesse. En effet, une fois toutes les modifications apportées,
Il n'y avait pas énormément d'améliorations sur les Hatsuharu par rapport aux Mutsuki, qui étaient encore quelques centaines de tonnes plus légers et qui étaient les prédécesseurs de la classe Fubuki. D'accord, il faut admettre que les canons du Hatsuharu étaient les plus gros de 7 mm et pouvaient être utilisés en rôle anti-aérien, ce que les Mutsuki ne pouvaient pas faire, mais cela fait beaucoup à payer pour 150 à 200 tonnes de déplacement en plus. Toute la classe a été perdue pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, on ne peut pas vraiment en tenir rigueur au Hatsuharu en particulier, car de nombreuses classes japonaises ont été complètement détruites pendant ce conflit. Donc, peut-être que ce point-là n'est pas vraiment un reproche contre eux, contrairement à tout le reste. Et voilà, mesdames et messieurs, voici mes choix pour 5 des pires conceptions de navires de la période de l'entre-deux-guerres. Comme vous l'avez vu à travers le prisme du choix d'un navire pour les Marines britanniques, américaines, japonaises, allemandes et françaises, si vous avez d'autres suggestions provenant de ces marines, ou si vous souhaitez proposer des idées pour la marine russe, la marine italienne ou l'une des autres petites marines, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires ci-dessous. Mais j'espère que vous avez trouvé cela intéressant. Et si vous pensez qu'il y a une qualité particulière à propos de mes 5 nominations choisies, faites-le nous savoir aussi, car les avis seront toujours partagés. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.